bienvenue à tous sur ce live France DevOps. Donc je serai, votre host aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que tout fonctionne bien pour vous? Est-ce que le son, l'image fonctionnent? N'hésitez pas donc à nous faire un retour dans le chat, que tout est OK. Donc aujourd'hui, nous allons rejoindre Jack Sparrow dans l'univers du DevOps à la sauce Pirates des Caraïbes avec notre capitaine ici présent, David Conham, qui œuvre lui Bonjour. dans notre monde en tant que lead DevOps chez Thales. Et aujourd'hui, il va nous conter leurs solutions de temps simulé pour optimiser de trop longs tests. Alors, je fais d'abord la petite annonce pour le prochain live de France DevOps. Donc, on se retrouvera le mardi 17 décembre, cette fois-ci pour une enquête sur un drame se déroulant au cœur de l'univers du DevOps, qui est intitulé Mais qui a tué le chat de Lemny? C'est une enquête qui nous mènera vers des sujets de platform engineering et de produits orientés DevOps. Et maintenant, je laisse la parole à David avec les pirates du DevOps, la malédiction des tests temps réel. Merci. Hop. Alors, bonjour à tous. Donc, des pirates, des bateaux, un ennemi redoutable et peut-être un trésor qui nous attend à la fin du périple. Donc, voilà dans quoi vous êtes sur le point de mettre les pieds. Et je vous retrouve après cette petite introduction en bande dessinée. Attention, je vous préviens d'avance, il est fort possible que des jeux de mots ou autres blagues un peu qualitatives apparaissent à partir de maintenant. Ça y est, c'est parti. À tout de suite. Donc j'espère que cette petite introduction vous a mis un peu l'eau à la bouche et vous donne envie en tout cas de partir à l'aventure avec moi dans cette course contre le temps pour diminuer drastiquement la durée des tests. Donc bienvenue en tout cas dans les Pirates du DevOps, la malédiction des tests en temps réel, donc qui est l'objet de la présentation, comme et ça a été rappelé. D'abord me présenter un petit peu. Je m'appelle David Conham, je suis leader technique DevOps au sein du groupe de défense Thales. Je travaille dans la branche Engineering Environment Management qui s'occupe d'aider et d'accompagner les projets logiciels dans tout ce qui est automatisation de leurs moyens de test et de production. Et j'interviens principalement sur des différents produits, notamment liés à tout ce qui est télécommunications militaires, notamment les produits qui se basent sur des messageries, des normes fixées entre autres par l'OTAN. Et je gravite autour de pas mal de technos. Notamment dans la liste, on peut retrouver des langages un peu classiques, style Java, C++, C, des langages un peu moins utilisés aujourd'hui, mais qui sont connus, comme par exemple Lada. Et puis toute la stack DevOps, c'est-à-dire du Git, du Docker, du Jenkins, du Python. Tout ça, voilà, c'est un peu mon quotidien. Et puis, vous l'aurez compris, avec le thème de Pirates des Caraïbes, je ne serai pas seul dans le cadre de cette présentation. Je serai accompagné dans les différentes slides du capitaine Jack Sparrow. Et donc, on part sans plus tarder sur la suite des aventures. Donc, le petit plan un petit peu de ce qu'on va voir sur cette présentation. Donc, je vais d'abord vous présenter dans le cadre d'un rétex projet la problématique de la durée des tests et voir un peu comment on a pu mettre les efforts pour mettre en place des solutions et améliorer la situation in fine. Dans un premier temps, on va présenter un peu rapidement le projet. On va voir un peu les problématiques en termes de temps réel. Et puis, dans un second temps, on verra un peu plus les réalisations successives qu'on a pu mettre en place pour adresser la problématique, notamment par l'intermédiaire par la mise en place d'une alternative au temps réel. Et puis ensuite, sur le temps réel en lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler un petit peu sa durée. Donc, le produit que je vais vous présenter, c'est un produit Thales, c'est un produit qu'on appelle un système temps réel. Donc, qu'est-ce que c'est un système temps réel? La définition, c'est que c'est un système qui est capable de traiter des données et d'exécuter des tâches dans des délais déterminés, souvent courts, de manière prévisible et fiable. C'est des systèmes qui sont généralement utilisés dans des environnements où les contraintes temporelles, c'est essentiel pour tout ce qui est fonctionnalité et pour la sécurité du système. Dans le système temps réel, on va avoir plusieurs caractéristiques. La première, c'est les délais déterministes, c'est-à-dire qu'en fait, les tâches et tout ce qui est tâche va être exécuté dans un moment précis. Qu'importe l'exécution, ça sera toujours au même moment que ça va s'exécuter.
Le non-respect de ces délais, justement, des fois, ça peut entraîner des défaillances ou des crashs, en tout cas, ça ne répond plus aux besoins du système. Il y a aussi toute la notion de priorité dans un lancement, c'est-à-dire qu'en fait, le flux d'exécution sera toujours le même, qu'importe le run. Et d'ailleurs, effectivement, tout ça, ça induit des notions de fiabilité, notamment, c'est des systèmes qu'on retrouve souvent dans les domaines à fort enjeu, donc que ce soit par exemple secteur bancaire, secteur militaire, et c'est le cas de notre projet là, du produit sur lequel on fait des rétextes. Donc c'est un produit qui est de télécommunications militaires, donc avec un fort enjeu, parce qu'effectivement, toute latence, tout retard qu'il peut y avoir sur ce produit-là, on peut entraîner à terme des conséquences graves, parce qu'effectivement, on est dans un théâtre d'opération, donc on a différentes unités qui se parlent entre elles. Effectivement, si on loupe des messages, s'il y a des choses comme ça qui se passent, effectivement, ça peut vite tourner à la catastrophe. Donc, le produit en lui-même, donc c'est un produit qui est en monocœur, donc on va dire que ça va faciliter la gestion des tâches par rapport à tout ce qui est système temps réel. Ça tourne sous Linux, c'est développé avec des technologies qui sont adaptées un peu à tout ce qui est temps réel, notamment l'ADA. Ça porte pas mal de choses là-dessus. Et concrètement, c'est une chaîne de données donc, qui récupère des stimuli extérieurs, donc souvent des messages venant d'opérateurs, sur autre chose. Et derrière, il y a toute une chaîne de traitement. Et à la fin, ça ressort à nouveau des messages vers le monde extérieur. Donc pareil, soit des unités, soit à d'autres entités. Donc voilà un peu pour la présentation du projet. Si on veut définir un peu plus le système temps réel, on peut dire qu'il y a deux types de systèmes temps réel. Il y a le temps réel strict, où effectivement la moindre défaillance, le moindre retard va entraîner des conséquences graves. Et on a le temps réel un peu plus souple, où effectivement c'est le cas où on se trouve. Il y a moins de conséquences, on va dire, lorsqu'il y a des pertes, même si effectivement on est quand même soumis à un certain nombre de contraintes temporelles. Donc voilà. Je vais vous parler un peu de comment c'est testé. Donc, on a vu que l'environnement de base, c'est le théâtre d'opération. Concrètement, ce théâtre d'opération, on va essayer de le simuler par un environnement de test qui simule un peu les différents entrants en fournissant un certain nombre de messages, donc on va appeler les stimuli, et qui sont échelonnés un peu dans le temps et qui sont surtout processés par le produit, par la chaîne de traitement que je vous ai montré précédemment. Ce dernier, du coup, va générer en réponse un certain nombre de messages, donc des messages de sortie, qui vont être vérifiés. On va vérifier les champs, on va vérifier le nombre de messages, on va vérifier qu'il n'y a pas des messages en plus qu'on n'avait pas prévu qui sortent. Voilà, on va vérifier tout ça, le séquencement. Et c'est ça qui va nous permettre de dire si le test il est OK ou KO. Là, en voyant ça, on ne voit pas forcément de soucis. C'est-à-dire que c'est une stratégie de test, on va dire, assez classique, globalement. Où se pose le problème? En fait, le problème, c'est plutôt la quantité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a plus de 2700 tests donc fonctionnels qui sont automatisés. Et en fait, aujourd'hui, le développeur, s'il lance sa campagne de test sur la machine, en fait, il en a pour 42 heures. Donc, un temps assez important qui l'empêche de valider proprement ses développements. Et en parallèle, donc, lorsqu'on utilise Jenkins pour livrer notamment, on arrive à autour de 8 heures. Donc, toujours pas forcément très satisfaisant. Et notamment, je vais vous montrer le flux de production. Il est assez parasité. C'est-à-dire qu'effectivement, un développeur, lorsqu'il va vouloir livrer du coup sa livraison, il va du coup pendant 8 heures attendre un résultat de test pour vérifier si son développement est bon ou pas. Et du coup, en attendant, les autres ne vont pas pouvoir livrer. Donc clairement, le cycle du développement est très ralenti. Il y a des embouteillages. Ça frustre les équipes, forcément. En plus, si jamais à la fin, on s'aperçoit qu'il y a la livraison est KO pour X raisons, ça veut dire qu'on doit remettre une pièce dans la boucle et re-attendre. Donc c'est assez compliqué. Et puis surtout, voilà, ça crée un certain nombre de problèmes. Et surtout, comme je l'ai dit, on a 2700 tests. C'est beaucoup. Et surtout, aujourd'hui, on utilise Jenkins comme serveur d'automatisation pour tout ce qui est intégration continue. Et 2700 tests en parallèle, Jenkins, il n'aime pas trop. Il est en souffrance, et notamment lorsqu'il est en train de lancer les tests, on a du mal à utiliser Jenkins en parallèle parce que niveau perf, il n'arrive pas à tenir. Donc tout ça, c'est un certain nombre de problèmes qu'on a autour des tests, et notamment de ces tests en temps réel. Même si, effectivement, peut-être par abus de langage, là, temps réel, effectivement, là, je vais parler spécifiquement par rapport au produit qui est un système en temps réel. Mais en fait, aujourd'hui, là, cette problématique-là, c'est pas uniquement du temps réel, c'est le temps courant, on va dire. Donc, on va voir par la suite comment un peu optimiser tout ça. Et notamment, du coup,
l'objectif aujourd'hui, ce qu'on s'est donné pour ce projet-là, et notamment ce que je vais vous présenter par la suite, c'est de trouver une solution pour réduire drastiquement la durée des tests, surtout effectivement avant que David Jones nous rejoigne et que l'affrontement commence, pour être prêt. Et donc, c'est le chemin qu'on va parcourir. Donc, on va regarder un peu déjà les différentes stratégies qui s'offrent à nous et voir un peu les pour, les plus, les pour, les moins, et voir ce qu'on peut établir. Le premier point, la première idée, c'est lié à la couverture la couverture de tests. Le principe, c'est si on a trop de tests, on peut éventuellement limiter l'impact en jouant qu'un certain groupe, des sous-groupes de tests. Donc pour cela, on se base sur la couverture de code qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'indication qui nous permet de savoir si, quand un test est passé, si telle portion de code est jouée ou pas par ce test. En croisant cette donnée-là avec tout ce qui est modification de code, en fait, et avec un peu d'automatisation, bien sûr, par derrière, on va pouvoir un peu déterminer quels sont les tests adéquats à lancer, notamment pour réduire cette masse de tests pour la validation. Par contre, ça demande plusieurs prérequis. Déjà, effectivement, il faut qu'on ait des outils fiables pour la couverture. Il faut que déjà aussi le projet soit suffisamment couvert, parce que sinon, en fait, effectivement, il y a des zones qui ne seront pas forcément bien cartographiées, on ne saura pas forcément trouver les bons tests qui sont lancés, qui sont à lancer. Derrière aussi, il faut un bon contrôle de l'environnement et des dépendances. Et ça, malheureusement, ce n'était pas forcément le cas sur ce produit-là, parce qu'en fait, on a beaucoup, par exemple, de code généré qu'on a exclu de la calorimétrie parce qu'on ne voulait pas fausser les résultats. Sauf que, en fait, en les excluant de la calorimétrie, on les exclut de la couverture de code. Et donc, forcément, derrière, la cartographie n'est pas complète. Donc voilà, il y a ça. Par exemple, comme je l'ai dit, le projet, il est en ADA. Et en ADA, en fait, d'un point de vue couverture de code, c'est pas aussi poussé que d'autres langages. Et donc, on est un peu on peut pas forcément automatiser aussi facilement que, par exemple, si ça avait été du Java. Donc voilà, toutes ces raisons-là ont fait qu'on n'a pas pu retenir cette solution, malgré le fait qu'elle est quand même, vraiment pas mal. C'est pour ça que je tenais à la montrer, parce que ça peut peut-être vous inspirer si vous avez des problématiques un peu similaires. Donc voilà, sur la partie couverture de code. Bon, si on ne peut pas utiliser cette stratégie, et il y en a peut-être d'autres qui peuvent nous satisfaire, on va parler notamment de temps simulé. Qu'est-ce que c'est le temps simulé? C'est une technique qui consiste à manipuler ou à contrôler un peu la progression du temps dans un système, dans un but de simulation de test. Contrairement au temps réel, là où l'horloge suit strictement le passage naturel des secondes, là, le temps simulé, en fait, il va accélérer, il va ralentir, il va même figer l'écoulement du temps suivant les besoins du développeur. Ça induit pas mal de choses comme caractéristiques. La première, c'est l'indépendance vis-à-vis du temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, comme le montre le schéma, on a le temps réel, donc le temps de l'OS, et on a à la fois le temps simulé, donc c'est deux horloges différentes. Et donc, ça permet aux développeurs d'ajuster le temps simulé en fonction des besoins. Donc, par exemple, en ajustant la date, en changeant l'heure, et ça de manière totalement arbitraire. Donc, ça, c'est l'avantage. Deuxième avantage du temps simulé, c'est le contrôle total. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est événement et tâches, en fait, vont être déclenchés par le temps simulé. Et donc, ça fait qu'on va pouvoir créer des conditions et des comportements spécifiques suivant les besoins du test. Et puis enfin, on a aussi la partie un peu accélération du temps, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir faire avancer le temps plus rapidement sur des séquences de tests qui sont assez longues dans des scénarios. Donc, par exemple, lorsque on attend, je sais pas, on a des expirations au bout d'une heure avant de faire telle action, en fait, là, on va pouvoir avancer le temps assez rapidement, on ne va pas forcément attendre une heure. Et là, dans le cadre de notre projet, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on a beaucoup de tests qui sont de l'ordre de 20 à 30 minutes. Et effectivement, pendant une bonne partie du test, il ne fait pas forcément grand-chose. Mais en fait, on attend des réactions qui se provoquent que dans un certain nombre de minutes. Et donc, on a besoin d'aller rapidement sur ces sujets-là. Donc, en prérequis, sur la mise en place d'un temps simulé, il faut que déjà les scénarios soient des scénarios temporels. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de gestion de temps dans les scénarios, parce que sinon, on a beau avoir la main sur le temps, on ne pourra pas faire grand-chose sur le scénario de test. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi il faut pouvoir abstraire, il faut réussir, il faut avoir la main sur la gestion du temps. C'est-à-dire soit dans le code, il faut créer une partie générique pour que, suivant le cas où on est en temps réel ou en temps simulé, on appelle le système, ou alors on appelle notre propre
notre propre code logiciel, ou alors il faut que directement depuis le système, on puisse avoir la main sur l'horloge interne. Pour cette deuxième solution, du coup, de temps simulé, le projet, il remplissait ses prérequis, et donc c'est sur cette solution-là qu'on est parti. Et donc, on va regarder justement par la suite comment on peut mettre un peu plus en place ce fameux temps simulé, qui est l'alternative au temps réel. Première piste, c'est notamment avec la librairie de gestion de temps qui s'appelle FakeTime. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une librairie qui permet notamment de surcharger les librairies système qui traitent au temps, et notamment d'utiliser la fameuse directive LD Preload. LD Preload, c'est une variable d'environnement, comme il en existe plein sous Linux, mais celle-là a la particularité d'injecter en fait dynamiquement une bibliothèque partagée dans un processus au moment de l'exécution, et avant surtout que les bibliothèques système du coup soient appelées. Donc ça permet vraiment de bypasser entre guillemets les librairies système qui gèrent tout ce qui est R. Le petit exemple que j'ai mis à la fin du schéma, justement, c'est ça, c'est juste un petit exemple. Donc, grosso modo, on appelle le LD Preload en disant la librairie du coup FakeTime, et juste après, du coup, on dit à FakeTime, là, par exemple, je veux que mon test il soit accéléré en x2, donc le temps va se passer deux fois plus rapidement que le temps réel, et puis après, on lance l'exécutable. Donc ce type de solution, ça permet d'émuler le temps, et surtout lorsqu'on a un binaire en face qui a par exemple du multitâche, qui fait des slips, ce genre de choses, des échanges sockets, ça permet de son point de vue, en fait, le temps va se dérouler normalement. En fait, il y aura pas d'impact. Et puis, en tout cas, la librairie a pas mal d'options, notamment de customisation, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, pour nous, ça ne nous allait pas forcément, parce que nous, on voulait aller un peu plus loin dans cette démarche de gestion du temps. C'est-à-dire que là, par exemple, pour faire du x2, du x3, mais en fait, nous, on a envie d'accélérer et de ralentir suivant le besoin. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des fois, des moments dans le test où on fait beaucoup de choses, et puis il y a des fois, il y a des portions de test où en fait, on attend, on fait pas forcément grand-chose, et qu'on aimerait bien, un peu comme dans une voiture, avoir le pied sur le frein et de temps en temps le pied sur l'accélérateur. Donc, on a parti sur une autre solution. On est parti sur du coup plutôt une solution de surcouche logicielle. Donc on a fait un peu notre code à nous, et surtout on s'est basé sur du coup deux notions. Donc le setcap. Setcap, c'est une commande Linux qui permet en fait d'attribuer des privilèges système à un binaire, donc de manière temporaire, et surtout des permissions spécifiques. C'est pas mon binaire il est root et je fais ce que je veux, au contraire. Et puis du coup le privilège de sysnice qui en fait lui traite de tout ce qui est priorité système. Et donc, en fait, le setcap sysnice permet de donner, du coup, au binaire la possibilité d'adresser des priorités système. Là où, de manière générale, lorsqu'on définit des priorités au niveau des tâches ou au niveau d'un binaire, c'est dans une plage bien définie, et on ne peut pas, par exemple, faire la priorité max ou la priorité min. Si jamais la machine fait autre chose, elle pourra toujours mettre quelque chose de plus prioritaire dessus. Avec cette solution, on va pouvoir accélérer et ralentir le temps suivant le besoin, et c'est pour ça qu'on l'a retenu. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se met en place. Donc, la logique qu'il faut retenir en tout cas sur cette implémentation, c'est qu'en fait, on va incrémenter le temps uniquement quand toutes les tâches du processus sont endormies. Donc là, dans l'exemple que je vous montre, donc on a lancé un binaire, donc on a trois tâches qui sont actives dans le binaire. Donc la tâche X, la tâche Y, et puis une tâche qui est spécifique pour la gestion du temps simulé. Et donc le temps passe, le temps OS, mais celui-là, quelque part, on s'en fiche. Parce qu'au final, là, ce qui nous intéresse, c'est le TS, là, c'est le temps simulé donc, qui vaut 0. Et donc, comme je vous l'ai dit, le projet, c'est un projet en monocœur, donc on est sur un seul CPU. Donc le temps passe. Hop. Donc la tâche X, c'est fini. La tâche Y est encore en cours. La tâche temps simulé, en fait, elle est en priorité vraiment la plus basse possible. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'elle est appelée, ce sera forcément à la fin. Et des fois, effectivement, il peut y avoir des tâches, par exemple la Xprime qui apparaissent en dessous, mais ça, c'est des tâches endormies, c'est pas des tâches actives. Le temps simulé, la tâche du temps simulé, ça sera toujours, grâce au setcap sysnice, ça sera toujours la tâche la plus basse active. Donc le temps passe. Et donc, à un moment donné, quand les tâches d'au-dessus seront finies, la tâche du temps simulé va enfin être exécutée.
Et donc, c'est seulement à ce moment-là que le temps va s'incrémenter. Donc nous, en tout cas, on l'incrémente d'une microseconde à chaque fois. Et puis, on perpétue le cycle en fait de manière continue jusqu'à la fin du test. Donc ça, ce système-là a été mis en place. Et en fait, aujourd'hui, c'est totalement une solution clé en main pour le développeur. C'est-à-dire qu'en fait, il va compiler aussi bien le temps réel, le temps simulé, c'est juste un paramètre à changer dans sa ligne de commande. Donc vraiment à la portée de tous. Et puis surtout, on passe d'un temps de validation de 8 heures en paralysé Jenkins et puis 42 heures en séquentiel. Et là, aujourd'hui, en lançant uniquement sur la machine du développeur, on est à 1h40. Donc déjà, le gain de temps, il est vraiment significatif. Et Mais la question, c'est surtout, est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que bon, 1h40, effectivement, on est content parce on partait de loin. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Et oui, la réponse est oui, on peut faire mieux. Tout simplement en paralysant le système. Comment on va paralyser? Bah, tout simplement avec des technos, je pense, qui vous parlent bien, notamment Docker. Donc, Docker, mais pas que, hein, il y a aussi du Docker Compose. Docker Compose, grosso modo, c'est la surcouche Docker qui permet d'orchestrer de manière simple des conteneurs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres solutions qui existent qui sont beaucoup plus fortes et qui proposent beaucoup plus de choses. Mais là, pour notre besoin particulier, ça faisait très bien l'affaire. Et donc, grosso modo, bon, bah, on a notre fichier Dockerfile qui décrit un peu notre image Docker. Hein. C'est là où on va recréer l'environnement de test avec tout ce qu'il faut. Derrière, on va avoir notre fichier Docker Compose qui va lister en fait les différents conteneurs qu'on va lancer. Le conteneur étant bah, effectivement l'environnement d'exécution là où on va lancer le test. Et donc derrière, en fait, avec ce système-là, on va tout simplement créer un certain nombre de conteneurs, donc qu'on va mettre chacun sur un CPU. Parce que comme je vous l'ai dit, l'algo qu'on a mis en place sur le temps simulé, bah, en fait, il est spécifique à du monocœur. Et donc, bah, ça nous arrange très bien parce que là, on va isoler en fait chacun des conteneurs sur un CPU différent. Et donc, pareil, on va morceler la campagne de test à part égale sur chacun des conteneurs. Et donc, avec un Docker Compose, bon, bah, effectivement, on peut lancer notre campagne de test et on passe d'1h40 à 20 minutes, 25 minutes dans ces eaux-là, suivant le nombre de nœuds qui sont utilisés pour la paralyser. Et donc, encore une fois, un gros gain de temps sur ça. Donc, on a parlé du temps simulé. Donc, on a vu déjà le gros gain qu'on a pu faire, notamment en passant des grands temps de validation à ce temps-là. Pour autant, est-ce que on est déjà libéré de la validation des tests temps réel? Est-ce qu'on peut déjà créer victoire? Alors, dans d'autres projets, peut-être qu'on aurait pu dire oui. Dans notre cas, non, parce que, bah, comme je vous le rappelle, on est dans des contextes militaires. Et en fait, le fait de tester en temps simulé, comme on a légèrement altéré l'environnement, c'est-à-dire qu'effectivement, on utilise notre librairie à nous de gestion de temps. Enfin voilà, c'est pas exactement le même package qu'on va livrer au client. Bah, en fait, on nous impose de pouvoir quand même tester en conditions réelles, on va dire, et donc de reprendre cette campagne de test que je vous ai montré précédemment qui nous posait problème. Donc, il va falloir aller un peu plus loin, voir qu'est-ce qu'on peut faire sur le temps réel aussi pour pouvoir l'améliorer. Dans un premier temps, un truc simple qu'on peut faire, c'est de voir un peu comment on peut optimiser le lancement des tests. Parce que c'est vrai que, en tout cas jusqu'à maintenant, on lançait les tests, les 2700 tests comme ça, on se posait pas forcément de questions. Et en fait, déjà, juste en grattant un petit peu, on peut déjà aussi trouver des clés pour optimiser. Par exemple, là, dans l'exemple, on a 2 machines, on a lancé 5 tests, et on voit qu'effectivement, bon, bah, la machine 2, elle prend pas mal de temps. Et on voit que, bah, effectivement, en attendant, la machine 1, et bah, elle a un temps qui sert à rien. C'est-à-dire, il y a du temps disponible, mais où il n'y a pas de test qui est dessus, et c'est un temps de perte. Et bah, juste en prenant, par exemple, l'heuristique, donc l'hypothèse de mettre tous les tests en long en premier, bah déjà, ça permet d'homogénéiser l'ensemble des tests par machine. Et puis surtout, in fine, à la fin, de réussir à récupérer un peu un gain de temps. Donc là, sur 5 tests, on peut voir déjà, via l'exemple, qu'on peut en gagner. Imaginez sur 2700 tests, le gain qu'on peut avoir déjà. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en place. Et surtout, jouer les tests longs en premier, ça a un autre avantage. C'est qu'en fait, si les tests sont KO à la fin, bah, en fait, on va pouvoir les relancer tout de suite. Donc ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir compresser le temps de rejeu dans le temps global. Là où en fait, si on reprend le premier exemple, le test G, si le test G il échoue,
en fait, on va le relancer à la fin, et du coup, on va avoir encore plus de temps au global. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Autre point sur lequel on peut travailler sur la partie temps réel, c'est un peu d'agir sur ce qu'on appelle la scalabilité. Donc, dans le monde informatique, quand on parle de scalabilité, il y a deux niveaux. Il y a l'horizontale et la verticale. Et grosso modo, la différence entre les deux, c'est l'un, c'est plutôt on ajoute des ressources à la machine, donc on va rendre la machine plus puissante. Et puis l'autre, c'est plutôt on va ajouter des instances, donc en fait, on va ajouter des machines. Dans notre cas, en fait, on va surtout partir sur du coup l'ajout de ressources, c'est-à-dire qu'en fait, on va rendre nos machines là où on lançait les tests un poil plus performantes, justement pour pouvoir lancer davantage de tests. Et notamment reprendre ce qu'on a pu faire via le temps simulé, c'est-à-dire toute la surcouche de Docker et de Docker Compose. En fait, c'est des choses qui peuvent s'appliquer aussi sur le temps réel. Et donc, on ne s'est pas gêné, on l'a fait, notamment pour pouvoir diminuer ce temps-là. Autre point dont on a parlé, on parlait de Jenkins, Jenkins qui était en souffrance avec les 2700 tests. Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de résoudre ce problème-là? En fait, on a mis en place un algorithme un peu réparti qui permet de gérer un peu la charge au niveau du Jenkins, de manière à pouvoir écouler le flux beaucoup plus facilement. Donc là, dans l'exemple que je vous montre, en fait, on a à gauche, donc la partie rouge, c'est la file d'attente. Effectivement, là, on a il faut imaginer qu'on a les 2700 tests qui sont d'un coup lancés sur le pipeline. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, plutôt que de lancer les 2500 tests d'un coup, en fait, on va juste lancer une petite partie des nœuds. Par contre, on va rajouter un nœud à la fin. Donc, c'est le nœud là, le nœud rose là. Et ce nœud rose là, en fait, c'est un nœud d'ordonnancement. Et en fait, lui, tant qu'il est dans la file d'attente, il se passe rien. Il est comme les autres. Mais en fait, lui, dès qu'il va s'exécuter, donc quand s'exécute, ça signifie que la file d'attente est vide. Et en fait, à ce moment-là, il va s'exécuter et il va remettre des nœuds dans la file d'attente. Donc, en fait, ça nous permet de répartir et d'équilibrer, on va dire, la charge et les 2700 tests et sans perdre de temps. Parce qu'en fait, on pourrait très bien se dire, en fait, je fais des portions de, je sais pas, de 500 tests et j'attends que mes 500 tests finissent et après, je le lance à nouveau 500 tests. Mais en fait, là, vu qu'on est dans une optique de, en permanence, gagner du temps, en fait, ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas forcément se permettre. Donc, c'est pour ça qu'on a pu mettre en place ce petit algorithme qui vraiment nous permet de ne pas perdre 2 secondes. Quoi. Et pour autant, de fluidifier la charge et derrière de pouvoir avoir un Jenkins qui reste opérationnel malgré qu'on lance ces tests-là. Parce que là, avant, comme je vous le disais, lorsqu'on lançait ces tests en temps réel, c'est quasiment 3000 tests, on ne pouvait plus utiliser le Jenkins à côté. Et ça, c'était gênant parce que on a plusieurs lignes de production et c'est pas parce qu'on livre sur l'un qu'on ne peut pas faire des tests sur l'autre. Et ça nous gênait beaucoup de ne pas pouvoir l'utiliser. Là, maintenant, c'est plus le cas. Le Jenkins est beaucoup plus stable et ça, aujourd'hui, on peut le faire. Donc, voilà les différentes optimisations qu'on a pu faire au niveau du temps réel. Donc maintenant, on va parler un peu du trésor, hein, c'est-à-dire concrètement, là, tous les travaux qu'on a pu faire, qu'est-ce que ça a apporté, hein, comment maintenant se met en place ce nouveau workflow de livraison par rapport à ce que je vous ai présenté au début. En tout cas, beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de livraison d'attente, c'est-à-dire que les gens sont plus bloqués. On a maintenant 2 niveaux de livraison, un peu comme ce que propose Maven avec ses différents types de versions. On a des livraisons dites snapshot. Donc en fait, c'est des livraisons développeurs. Donc un développeur, il veut livrer, il passe sa livraison en temps simulé pour les tests. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça a duré, le temps de validation, c'est autour de 20 minutes, donc assez rapide pour voir l'impact de son développement, savoir si il doit reprendre son code, est-ce que c'est bon, ce genre de choses. Et puis, ça peut s'enchaîner, quoi. C'est-à-dire que là où avant les développeurs étaient bloqués, les livraisons étaient en attente, là, en fait, un développeur peut, plusieurs développeurs peuvent facilement enchaîner des livraisons dans la journée. Donc ça, c'est pour la partie temps simulé. Mais comme je vous l'ai dit, le temps réel, on est obligé de le jouer. Donc, lui, donc c'est ce qu'on appelle la livraison release. C'est qu'en fait, sur demande ou alors la nuit, quand il y a des modifications, en fait, on va relancer la campagne de test en temps réel sur la base de code du coup, de la journée, donc avec les différentes livraisons snapshot des développeurs. Et si jamais c'est KO, on va revert, on va dire, les changements qui ont été poussés parce que on n'a pas pu valider in fine la livraison. Et puis si jamais les tests sont OK, on livre une nouvelle version et puis c'est bon.
Et donc, en tout cas, là, d'un point de vue temporel, aujourd'hui, on est sur un écoulement qui est beaucoup plus, qui est beaucoup mieux. Donc voilà pour un peu ce qui est ce nouveau pipeline, qui est un peu du coup l'aboutissement des différents travaux que je vous ai pu vous présenter auparavant. Et donc maintenant qu'on a notre pipeline, qu'on est prêt au combat, bah, l'heure est venue pour le climax. Hein. Après un long voyage à travers les eaux troubles des tests interminables, on approche enfin de la bataille décisive contre les pirates. Donc devant nous, il y a le navire de David Jones qui se dessine, qui menace de couler un peu nos derniers espoirs d'une chaîne de tests rapide et efficace. Mais bon, comme le dit Jack Sparrow, hein, on a un avantage. On a récupéré le coffre, le conteneur de David Jones. Et donc, est-ce qu'on va gagner ou pas bah, c'est l'heure du climax. Donc on repart sur une petite BD. Donc on a vaincu David Jones. On a réussi à avoir une intégration continue qui est fluide et efficace par rapport à ce qu'on avait avant. Donc on a pu survivre. Et donc il est temps du coup de faire un peu un récapitulatif de cette fin de voyage. Effectivement, au départ, dans les faits qui ont été annoncés, bah, on était plus proche du Titanic que du Black Pearl, hein, donc c'était un départ assez difficile. 2700 tests, c'est une force parce que, bah, mine de rien, on couvre beaucoup de choses, beaucoup de situations opérationnelles. Donc là-dessus, c'est très bien. Mais en fait, effectivement, comme c'est du temps réel et qu'il y a des tests qui sont assez longs, bah, en fait, derrière, on avait une grosse validation et ça dynamitait un peu l'écoulement des livraisons. On a travaillé, on a retravaillé le bateau. Donc maintenant, on est sur un Black Pearl, hein, donc c'est vraiment un navire qui est rapide. Et donc c'est une nouvelle chaîne de validation. Et donc aujourd'hui, en temps simulé, on est à 20 minutes. Et le temps réel, j'en ai pas parlé avec les différentes optimisations, mais aujourd'hui, on est à 1h30. Donc si on regarde au début, donc j'ai pas mis le temps réel monomachine qui est à 42 heures, hein, parce que là, sinon, au niveau échelle de temps, c'était fini. Mais temps réel V0, on est à 8 heures. Temps simulé V0, on est à 1h40. On a réussi à faire un temps réel V1, du coup, qui est plus rapide que le temps simulé initial. Et puis en parallélisant le temps simulé, bah, du coup, on est revenu du coup, à quelque chose de plus rapide. Et donc, on a réussi à composer, en tout cas, avec ces différentes stratégies pour pouvoir composer notre pipeline. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte, tout ça? Bah, déjà, un cycle de développement beaucoup plus court, que ce soit pour livrer, mais déjà pour le développeur en interne quand il veut checker son code pour voir s'il a cassé des tests ou pas. Donc déjà là-dessus, c'est beaucoup mieux. Clairement, l'équipage se sent plus efficace hein, parce que bah, beaucoup moins de temps perdu. C'est-à-dire que bah, avant, on lançait des campagnes de test, on attendait longtemps, et puis après, on se remettait sur le ticket et on devait bah, analyser les résultats. Bon, bah, aujourd'hui, vu que c'est plus court, bah, on n'a plus ce temps de pause. Donc là-dessus, c'est beaucoup mieux. Et donc moins de frustration. Et puis voilà, aujourd'hui, on est plus confiant aussi sur les livraisons parce que, bah, encore une fois, tout ça, ça induit de la confiance. Hein, c'est-à-dire que si les livraisons sont fastidieuses, qu'on n'arrive pas forcément à pouvoir tester son code et à vérifier un peu les impacts, bah forcément derrière la confiance, que ce soit au niveau des développeurs, des équipes, même du management, bah forcément derrière tout ça, ça suit. Donc bah, là, forcément, l'ensemble de l'équipage est plus confiant sur tout ça. Et au final, quelles sont les prochaines étapes bah, y en a plein, hein, parce qu'en en fait, ça, c'est la philosophie du DevOps en général, hein, mais c'est-à-dire qu'on peut toujours améliorer quelque chose. La clé de l'amélioration elle est toujours là. Donc c'est pour ça que j'ai mis, pour conclure un petit peu cette épopée, que la quête du trésor, elle n'est jamais finie. Parce que c'est la vérité, c'est comme ça en tout cas que on pense les choses, et puis sur lequel, effectivement, un certain nombre de personnes peuvent être d'accord avec ce sujet. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la couverture de code. On a dit que c'était pas forcément applicable dans l'immédiat, mais c'est des choses qui sont pas forcément fermées. On peut travailler dessus. Et justement, c'est des sujets qu'on va essayer d'aborder. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Pareil, Docker Compose. Avant, c'est mis en place pour justement répondre à ces problématiques.
c'était des choses qu'on n'utilisait pas forcément dans le service, par exemple. Donc ça le fait de les mettre en place pour ces pipelines d'intégration, ça a permis que les gens montent en compétence dessus et ils les utilisent aussi dans la vie de tous les jours. Donc pareil, il y a aussi une possibilité voilà, de s'aligner avec les besoins du moment et surtout les nouvelles technos aussi pour répondre aux différents besoins. Donc il y a tout ça qui est représenté par nos prochains caps. Et donc, pour conclure, si on regarde un petit peu d'un point de vue référence, hein, je vous ai mis le lien GitHub pour la librairie FakeTime, hein, si jamais vous voulez faire des tests avec. Il y a un peu de bibliographie aussi autour de tout ce qui est système temps réel, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. En tout cas, c'est une bonne littérature, le real-time system. Derrière, il y a les commandes Linux pour le temps simulé par rapport à ce que j'ai présenté, là, le setcap sysnice. Et puis, un article aussi d'un site sur tout ce qui est un peu bonne pratique au niveau de l'intégration continue. Donc, pour tout ce qui est un peu scalabilité, l'ordonnancement des tests, ce genre de choses, c'est des choses que vous pouvez retrouver là-bas. Et puis bon, là, c'est plus pour le côté ludique, mais effectivement, pour un peu tout ce qui est jeu de mots et tout, il y a une recruteuse IT qui fait des conférences, qui fait pas mal aussi de blagues d'un peu de ce style-là, et du coup, je lui rends hommage en mettant son lien dessus, parce que c'est notamment en l'écoutant dans ces conférences que ça m'a donné un peu l'envie d'en faire, et surtout de mettre un peu d'humour dans tout ça, quoi, pour allier l'utile à l'agréable, on va dire. Donc en conclusion, déjà, un grand merci aux divers membres de l'équipage, hein, c'est-à-dire que ça, c'est des travaux que j'ai pu mener au cours des différentes années pour permettre du coup l'amélioration des pipelines de production. Mais j'étais pas tout seul, clairement. Encore une fois, tout le monde agit à son niveau dans tout ça. Donc un grand merci à eux. Donc ils se reconnaîtront dans les différents pictogrammes qui sont là. Et puis aussi merci à vous, merci de votre attention. C'est la première fois que je fais un peu ce type de talk. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire des choses plutôt en interne, mais du coup, si jamais vous avez des remarques, des feedbacks, je suis totalement preneur. Et puis, j'ouvre un peu le sujet avec la question sur quelles problématiques vous rencontrez un peu dans vos tests, comment vous y répondez. Et puis sinon, pour finir, je vais demander à Jack Sparrow ce qu'il a pensé un peu du talk. Donc, est-ce que Jack il a apprécié mon talk? Est-ce que j'ai été un bon compagnon d'aventure? Bon, on va prendre ça pour un OK, effectivement, c'est hic. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et c'est en effet un OK. Merci beaucoup, capitaine. Merci, David, pour, cette aventure, à la fois dans le temps et dans les tests. Une aventure qui n'était pas, dénuée d'humour, en effet. Donc on va arriver maintenant au moment des questions. Donc, je vous invite à partager vos questions, dans les commentaires. Nous allons les traiter, par la suite. Donc je crois qu'on a déjà une première question, voilà, de Laurent Michneau qui nous demande: «Est-ce qu'un cluster cube aurait du sens pour gérer, la scalabilité?» Tout à fait, hein. En fait aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais c'est une de nos problématiques qu'on rencontre souvent au quotidien. C'est que on est limité par les moyens mis à disposition par la DSI. Notamment Kubernetes aujourd'hui, c'est déployé dans certaines instances de Thales, mais en tout cas à notre niveau aujourd'hui, on n'y a pas encore accès. Donc, c'est des choses sur lesquelles on pousse parce que notamment, voilà, on aimerait bien, notamment pour tout ce qui est livraison, finir par livrer par exemple des images ou des pods directement à nos clients. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours, mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas le cluster Kubernetes à disposition. Et donc, on est obligé, on va dire, de faire avec les moyens du bord. C'est pour ça que, par exemple, voilà, on a Jenkins, on n'a pas, par exemple, du GitLab CI, ce genre de choses, parce que voilà, c'est aussi par rapport aux moyens qui sont mis à disposition. D'accord, très bien, merci pour la réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager, en commentaire. Je crois que pour le moment, c'est tout. Donc, voilà, Laurent, remercie de cette réponse très claire. Top. Et donc nous allons pouvoir, nous en arrêter là, s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous rappelle, comme présenté au tout début, le prochain live donc de France DevOps sera mardi 17 décembre.
C'est un live qui sera une enquête sur un drame, donc qui se déroule dans notre univers, DevOps, qui sera intitulé «Mais qui a tué le chat de Lemny?» pour, donc une enquête qui nous mènera sur des sujets à la fois de platform engineering et de produits donc orientés DevOps. Le mardi 17 décembre, toujours sur LinkedIn. Pour conclure, bah, un grand merci, capitaine, David Conham pour, cette présentation donc, sur les pirates du DevOps et sur, la malédiction des tests en temps réel. Merci à vous.